modifier la vie. Pour en parler jusqu'au vertige, avec nous, Enki Bilal, bonsoir. Bonsoir. Grand artiste, peintre, auteur de bande dessinée, cinéaste. Je rappelle votre dernier volume, Julia and Rome, paru chez Casterman. C'est le deuxième volet d'une trilogie. Le premier volet, c'était Animals. Vous êtes, je ne vais pas dire que vous faites un travail futuriste, vous êtes déjà dans le futur, en tout cas c'est ce que vous dites, on y est déjà dans le futur. Oui, je pense qu'on est déjà dans le futur. 30 ans se sont écoulés, effectivement. Amandine a 30 ans. Il y a peut-être 50 ans, on aurait dit c'est impossible, c'est absurde. Comme cette grève de visage, on aurait dit ça dans un livre de science-fiction, on aurait dit c'est absurde, ça ne m'intéresse pas, ça va au-delà du réel. Moi, il n'y a que le réel qui m'intéresse. C'est du délire. Eh bien non, on est dedans, on y est. Les nanotechnologies vont nous faire découvrir des choses incroyables. On ne sait pas à quel point on est dépassé, en fait. C'est ça qui est fascinant. Donc c'est pour ça que l'esprit vagabonde et que le délire aussi de la création, on doit suivre. Enki Bilal, vous citez régulièrement Paul Virilio, le philosophe Paul Virilio, et vous le citez disant quand l'homme invente quelque chose, il invente la catastrophe qui va avec. Pour vous, c'est absolument systématique. Je pense qu'on peut, il faudrait faire un travail de mémoire là-dessus, voir si effectivement toutes les grandes inventions ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Est-ce qu'on est toujours un peu sur le fil du rasoir? Je pense que pour les grandes inventions, en tout cas techniques, technologiques ou médicales, on est dedans. On est forcément dedans. Et l'histoire du XXe siècle notamment nous l'a prouvé. Donc on est dans quelque chose à la fois d'excitant et d'extrêmement dangereux. Voilà, on manipule des... Ces questions éthiques, elles vous travaillent? Enfin, elles vous semblent être un marqueur, un curseur mais oui, je pense que c'est le regard, si on porte le regard sur le futur, moi la dimension du futur, c'est un élément du temps qui me paraît très important et qui est souvent assez méprisé. Il n'est pas méprisé par la science d'ailleurs. Donc la science. Méprisé par qui? Peut-être par la culture en général, par le court terme. Oui. Voilà, on est dans le court terme, on est sur la mémoire. Même quand on parle de bande dessinée, d'anticipation de science-fiction, les gens ont un regard un peu condescendant, quoi. Ils disent oui, parce que non, c'est très français. On est sur le réel, le présent et le passé. Beaucoup le passé, on ressasse, etc. Et puis le présent, le futur, c'est suspect. Et puis ça parle aussi d'une zone du temps où on ne sera plus. Donc il y a peut-être un manque de courage aussi. Problème par rapport à notre propre mortalité. Je pense, il y a peut-être ça aussi. Mais en tout cas, moi évidemment, ça m'intéresse énormément toutes ces transgressions possibles, parce que c'est le jeu aussi, le jeu de l'accumulation du passé, du présent et la projection dans un avenir proche. Alors, l'être humain, moi j'ai lu récemment des textes sur Léonard de Vinci qui ouvrait des cadavres pour pouvoir reproduire la topographie des lieux internes du corps humain, pour le dessiner, etc. Donc on est le premier à avoir fait le cerveau. On va très loin. Il y a une curiosité très saine et malsaine de l'humain pour lui-même. Donc on va parfois très loin. Donc il faut chercher. Alors on va chercher. Les nanotechnologies, effectivement, elles vont permettre d'aller encore plus loin. Et c'est en ça que, alors moi je suis un peu d'accord avec tous les deux et pas d'accord aussi, parce que je crois que là mettez-vous d'accord avec vous-même. Non, mais le champ des possibles est immense. Enki Bilal. Oui, Frankenstein. Oui, je l'ai aperçu juste. On parlait beaucoup. Mais vous êtes très dissipé. Frankenstein, oui, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa fiancée, surtout. Oui, comme ma femme que vous êtes. Bilal, juste pour venir à Immortel et à l'immortalité, vous avez peur, vous, du cerveau dans le bocal et de l'enfant qui sera dans l'utérus artificiel? Non, ça vous semble plausible? Oui, absolument. Oui. Mais moi, l'immortalité, je la traite de manière très, très décalée. C'est presque l'homme que je mets alors dans un bocal, d'une certaine manière, son obsession de la vie, de la jeunesse, le jeunisme, son obsession de l'immortalité, on est là-dessus. C'est un désir infantile ou pas? C'est infantile, je pense. Je pense que ça doit être invivable. Donc c'est plus pour mettre en perspective des humains, les hommes de pouvoir en général, c'est beaucoup là-dessus. Parce que l'homme de pouvoir est obsédé par l'immortalité. Alors aussi l'immortalité physique. Moi je vais extrêmement loin là-dedans, mais c'est très c'est presque c'est du cynisme, mais c'est très amusant à faire. Jusqu'à l'origine même, c'est ça l'idée, le Big Bang, le fameux Big Bang qui reste une théorie, la théorie unique. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît effectivement. L'endroit le plus lointain qu'on puisse regarder dans l'espace, c'est la lumière qui nous parvient depuis le Big Bang, qui a à peu près 13,7 milliards d'années. Et en regardant toutes ces lumières petit à petit, bout à bout, dans l'espace, on peut retracer toute l'histoire de nous-mêmes, de notre univers, parce qu'on baigne dans la lumière de notre univers, dans la lumière de l'histoire de notre univers. Il y a un mot
Merci Christophe. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, et pourtant on parlait de procréation, c'est le mot amour. Et le mot amour, il est très présent, enfin cette idée-là de l'amour, elle est très présente dans, Julia and Rome, qui est une variation futuriste sur Roméo et Juliette. Oui, l'amour. Non, là c'est une variation. Si la planète redonne une chance aux humains, pour qu'ils la repeuplent, pour qu'ils la réintègrent de nouveau dans de meilleures conditions, en sachant que ce n'est pas la planète qui est responsable des conditions, c'est plutôt l'homme qui les a dégradées. L'une des premières épreuves, finalement, c'est de mettre en présence de jeunes gens qui vont s'aimer ou pas s'aimer, enfin l'épreuve de l'amour. Donc moi je suis parti de ça, simplement c'était ça l'idée, c'était tendre un piège sur l'histoire la plus emblématique, qui est celle de Roméo et Juliette, et qui est une histoire qui se termine mal. Donc, et vous la rectifiez, c'est-à-dire tel un diamurge, vous vous permettez de la rectifier. Le personnage qui se trouve être un religieux mais militaire, Lawrence. Oui, Lawrence. Il se rend compte aussi que son nom d'ailleurs, et puis ensuite les autres personnages aussi ont des noms qui ressemblent à ceux de Shakespeare. Enfin, à un moment donné, il se dit ce qui se passe est grave puisque deux des personnages meurent. Oui. C'est Mercutio et Tybalt. Bon. Et là, il se dit, il faut que j'arrête ça, sinon ça va se terminer mal, encore une fois. Et donc, il réussit. Il y a un happy end pour une fois dans mon... C'est rare chez vous? Non, non, c'est pas si rare que ça, non. Bon, d'accord. Mais là, il y a un happy end sous les étoiles. Alors, c'est complètement Galfardien.